Ok, on va commencer. Donc encore merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur l'autoconsommation, FIMER et KDI Solar. Je suis Cédric Barbier, donc responsable produit pour FIMER. Mon collègue également, Laurent Marcy, est avec nous, responsable commercial. Ouais, bonjour à tous, merci d'être là. Et donc on va lancer cette présentation sur l'autoconsommation. Hop. Alors, avant de vous présenter notre solution, je voulais vous présenter rapidement, faire un retour un peu sur l'autoconsommation finalement en France et donner et redonner, c'est des choses connues et maîtrisées pour beaucoup d'entre vous, mais je voulais vraiment mettre en avant finalement où est-ce qu'on se situe un peu dans tous ces schémas-là. Aujourd'hui, quand on produit de l'énergie photovoltaïque en France, on a plusieurs options finalement pour produire cette énergie. Soit on va la revendre totalement sur le réseau, via EDF obligation d'achat par exemple. On peut également faire de l'autoconsommation partielle avec la revente du surplus d'énergie. Donc une partie de l'énergie est auto-consommée et le surplus de production est exporté vers le réseau. Également, on a l'autoconsommation dite intégrale, donc sans injection au réseau. Donc, ce qui est intéressant pour simplifier un peu les démarches pour les plus petites installations. Et donc ça, c'est un peu vrai sur une bonne partie des puissances. Et au-delà, comme on le voit, au-delà de 100 kW et bientôt 500 kW, on a les appels d'offres creux, donc pour bâtiments, autoconsommation et les centrales au sol, donc où on va pouvoir proposer des tarifs de rachat d'électricité. Donc on est plutôt sur la revente totale, à l'exception des creux autoconsommation, donc où finalement on va valoriser encore plus l'autoconsommation avec des primes à l'autoconsommation. Donc nous, aujourd'hui, finalement, dans nos solutions FIMER, on sait bien entendu, nos produits et nos solutions fonctionnent dans toutes les configurations de revente ou d'autoconsommation d'énergie photovoltaïque. Néanmoins, notre solution brevetée FIMER qu'on va vous présenter, elle est vraiment très pertinente sur tout ce qui est sans injection réseau, donc l'autoconsommation totale, donc intégrale, ou les creux autoconsommation. Donc, j'ai remis les tarifs de rachat, ils ont un peu évolué récemment. Pour donner un ordre d'idée, ça c'est intéressant, c'est qu'un particulier achète en moyenne une énergie à 17 centimes du kilowattheure et les professionnels autour de 8 centimes, ce qui montre en fonction des tarifs de rachat et d'autoconsommation du surplus, sachant qu'il y a également les coûts de raccordement, etc. Et c'est tout l'intérêt de l'autoconsommation. Donc en fonction de ces différents coûts et du cadre réglementaire, aujourd'hui finalement, ça tend à démontrer que l'autoconsommation sans injection au réseau est devenue de plus en plus pertinente et on fait beaucoup de réalisations aujourd'hui sur ce type d'installation car elle simplifie grandement les démarches administratives et l'indépendance par rapport à tous ces contrats. Et il y a une vraie pertinence économique, bien entendu, pour le projet et l'utilisateur. Donc, pour remettre en perspective un peu aux démarches de raccordement, notamment sur les installations inférieures à 36 kW, où on va avoir, dans le cadre d'une autoconsommation sans injection, donc autoconsommation totale finalement, on va avoir une démarche vraiment simplifiée des frais limités grâce à l'autoconsommation sans injection, le CACSI, la convention d'autoconsommation sans injection. Pour les installations supérieures à 36 kW, on va avoir la procédure classique qui et les fiches de collecte finalement comme si on allait faire une PTF. Néanmoins, il convient de tout simplement cocher que l'électricité produite sera entièrement consommée sur le site. Et dans ce cas-là, si elle est entièrement consommée sur le site, on va dire pour qu'elle soit entièrement consommée sur le site, il ne faut pas qu'il y ait d'export vers le réseau. Et dans ce cas-là, Enedis demande qu'il y ait un bridage dynamique, ou qu'il y ait un bridage en tout cas d'installation pour qu'on n'exporte pas sur le réseau. Et comment on fait? C'est ce qu'on fournit avec FIMER, c'est un certificat de bridage dynamique de l'onduleur. Donc c'est ce qu'on va faire ici, c'est ce qu'on présente. Notre solution finalement est un bridage dynamique en puissance de l'onduleur en fonction des consommations. Et n'hésitez pas à voir sur notre site web, il y a un peu toute la procédure sur comment paramétrer ce bridage dynamique qu'on va voir aujourd'hui, et avec un papier disponible à remplir pour son installation pour écrire ce certificat de bridage à remettre à Enedis.
Retour sur les chiffres en France sur l'autoconsommation. Donc aujourd'hui, l'autoconsommation, elle est vraiment très présente sur le résidentiel. Alors avec injection du surplus aujourd'hui et sans injection de plus en plus également. On le voit sur le petit graphique à gauche. Et à droite, c'est à fin 2020 la répartition des différentes installations en autoconsommation sans injection en fonction des différentes puissances. Hein. Donc, aujourd'hui, beaucoup des installations en autoconsommation se font sur les plus petites puissances, inférieures à 3 kW. Néanmoins, il y a de plus en plus d'installations sur des plus grosses puissances et ça tend vraiment à se développer. Donc en mégawatts, forcément, les puissances sont aussi plus importantes sur la tranche typiquement 100 à 250 kW, même si aujourd'hui il y a peu d'installations qui se sont faites, les puissances sont quand même importantes et on a beaucoup de projets aujourd'hui, on est vraiment sollicité sur beaucoup de projets sur ce type d'installation. Et donc vous allez voir que nos solutions sont assez pertinentes par rapport à ça. Très rapidement, l'autoconsommation, pour mettre une image dessus, on a une courbe de production solaire typique d'une journée bien ensoleillée, une consommation qui va être aléatoire, qu'elle soit domestique ou industrielle. Et la partie d'autoconsommation, finalement, c'est toute l'énergie qui est produite par le solaire et qui est consommée par l'installation directement. Au-dessus, on va avoir le surplus. Et la question, c'est est-ce qu'on l'exporte sur le réseau ou est-ce qu'on va limiter la production pour s'adapter parfaitement à la consommation. Donc, notre solution de FIMER pour l'autoconsommation, c'est justement donc, de pouvoir adapter cette production à la consommation. Donc concrètement, comment on fait dans le cadre d'une autoconsommation sans injection? On va pouvoir exploiter la communication des onduleurs qui intègre un data logger sur toutes nos gammes, PVS et résidentiel. Et avec un compteur au point de connexion, on va pouvoir contrôler dynamiquement la production en temps réel des onduleurs en fonction de la consommation. Donc chaque onduleur partage, dans le cas d'une installation avec plusieurs onduleurs, chaque onduleur partage son statut et sa puissance, et il va adapter sa production en continu par rapport aux problématiques réseau, donc par exemple de ne pas injecter de l'énergie sur le réseau. Donc c'est vraiment intéressant sur cette solution et c'est une caractéristique de la solution FIMER qui est unique, c'est de n'avoir besoin d'aucun contrôleur externe dans le sens où la régulation elle est gérée par l'onduleur directement étant donné qu'il intègre finalement un data logger et tout l'algorithme, le contrôle, le logiciel, il est embarqué dans l'onduleur. Il faut uniquement un petit compteur standard au point de connexion. Alors on va voir, il y a une certaine liste de compteurs qu'aujourd'hui on a certifiés pour être compatibles avec notre solution dans le but qu'il soit suffisamment réactif et qu'il réponde aux critères de communication. Mais ça reste malgré tout un compteur standard du marché, ce n'est pas un compteur propriétaire ou un compteur particulier. Donc ça, c'est vraiment l'avantage, c'est que du coup, sur cette eau consommation, donc elle est inclue d'origine sur tous les onduleurs de la gamme PVS et également les onduleurs Uno et React 2, c'est-à-dire même sur un onduleur déjà acheté et installé, si demain vous voulez le mettre en place de l'autoconsommation, eh bien c'est possible sans coût additionnel. Donc ça laisse de la flexibilité sur votre installation pour la faire évoluer en fonction de ce que vous voulez faire. Il n'y a pas besoin de composants supplémentaires dans le sens où tout est déjà inclus. Donc, moins de composants égale plus de fiabilité, moins de coûts également. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi. Une configuration qui est très simple, on va le voir par la suite. On a juste quelques paramètres à définir. Quelle est la puissance de mon installation? Qu'est-ce que je veux exporter vers le réseau ou pas? Et des paramètres en cas de défaut de communication entre le compteur et l'onduleur pour assurer un mode dégradé. Et l'onduleur, il va gérer tout seul ou avec ses voisins la production nécessaire par rapport au seuil défini. Un compteur standard, aujourd'hui on travaille donc principalement avec les compteurs ABB par historique de notre compagnie, mais de nouveaux compteurs sont en train d'être ajoutés au fur et à mesure. Donc c'est des compteurs standards, soit ils communiquent en RS485, donc on va venir connecter le compteur en RS485 à l'un des onduleurs et ensuite les onduleurs ensemble en Ethernet, ou un compteur communiquant déjà en Ethernet, ce qui va permettre d'ailleurs de mettre le compteur pas nécessairement en liaison directe avec l'onduleur, mais on peut le raccorder via un réseau Internet. Donc ça, c'est intéressant s'il y a une question de distance entre les deux.
Étant donné qu'on est sur une gestion logicielle de l'autoconsommation, on peut aussi inverser le sens du comptage durant l'installation, vous avez inversé les torts de comptage et donc l'énergie injectée sur le réseau est vue comme une énergie consommée inversement. On a juste à inverser le sens par une petite option à sélectionner dans l'application et pas besoin de recabler l'installation. On utilise des compteurs qui peuvent faire du comptage basse tension ou haute tension. Donc ça, c'est aussi intéressant sur des sites industriels qui sont en raccordement HTA. On peut faire de l'autoconsommation en HTA avec le compteur qui est en HTA. Et la consigne, elle va être vraiment, parce que c'est important que le compteur soit disposé au point de connexion au plus près du comptage réseau. Donc on peut faire du comptage HTA. C'est une solution innovante, donc dans le sens où c'est tout géré par un algorithme propriétaire Fimmer. C'est tout intercompatible avec toute la gamme PVS, c'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs onduleurs de puissance différentes dans la même installation et toute cette régulation d'autoconsommation fonctionnera. Il n'y a pas de paramétrage supplémentaire à faire. Et on a une sûreté intégrée du signal qui est d'ailleurs demandée dans certains réseaux, dans d'autres pays, dans le sens où s'il y a une perte de communication ou s'il y a un événement dans toute cette logique, on est capable de donner une consigne dégradée à l'onduleur pour qu'il assure une certaine puissance qu'on peut définir manuellement lors de la programmation. Donc, toute la gamme compatible, c'est la gamme Uno, React 2 et toute la gamme PVS qu'on voit ici. Les onduleurs centraux sont moins liés à ce genre d'autoconsommation. Donc, c'est toute la gamme d'onduleurs est déjà disponible pour l'autoconsommation. Elle intègre cette fonctionnalité-là. Il faut uniquement rajouter un petit compteur au point de connexion. Donc, si on prend le cas d'onduleur PVS, on peut mettre par exemple notre nouvel onduleur PVS 10 à 33 dans la boucle, un onduleur PVS 50 et un onduleur PVS 100. Tout cela sort en 400 volts. On va les raccorder sur le TGBT de l'installation avec les consommations clients et on va venir mettre notre compteur soit en basse tension, soit en HTA si besoin, suivant le raccordement du site. Et en raccordant cette communication du compteur à l'un des onduleurs et les onduleurs ensemble en Ethernet, les onduleurs vont adapter leur production à la consommation du site. Donc on voit bien, il n'y a finalement aucun contrôleur automate PLC supplémentaire qui va venir faire cette régulation. Tout est intégré directement dans les onduleurs, sans surcoût supplémentaire. On est également, bien entendu, capable de visualiser et de superviser cette autoconsommation. Donc, par exemple, avec l'application Energy Viewer disponible pour tous les onduleurs PVS. Donc, si l'onduleur est connecté à une plateforme Internet, qui permet d'exporter les données sur notre cloud Aurora Vision, avec l'application, on a accès à toutes ces données. Donc, par exemple, c'est le cas d'un site réel ici qu'on voit à droite. On va avoir les données de consommation du site. Donc, en rouge, là, on est sur un site industriel qui consomme entre 150 et 300 kW finalement de puissance. Et c'est une consommation un peu en dents de scie, donc qui est très fluctuante. Et bien entendu, on a essayé de dimensionner l'installation pour qu'elle le but, ce n'est pas de limiter la puissance des onduleurs le plus souvent possible. Au contraire, il faut qu'on ait le moins souvent de bridage. Mais dans le cas où finalement on a une très forte production solaire et un peu moins de consommation, il faut qu'on adapte la production solaire à la consommation. Et c'est ce qu'on voit, ce qu'on fait ici. On a vraiment baissé la production solaire en temps réel en fonction de la consommation réseau et donc ne pas injecter de l'énergie vers le réseau. Et donc voilà, l'application, elle permet vraiment de visualiser ça et de rendre un peu plus consistant l'autoconsommation. Donc concrètement, quand on a installé son compteur physiquement, on a branché la tension du compteur pour qu'il puisse mesurer la tension. On a rajouté des torts de courant. On a toujours des torts de courant à rajouter sur les compteurs d'énergie. Sur les comptages HTA, on va également rajouter des transformateurs de tension pour connecter ce compteur. Donc une fois qu'on a ce compteur-là, qu'on l'a câblé à l'un des onduleurs et les onduleurs connectés ensemble, on va pouvoir paramétrer le site. Pour paramétrer le site, on n'a besoin de pas grand-chose. On a besoin de l'application
Installer for Solar Inverter, qui est finalement l'application téléphone ou tablette pour pouvoir mettre en service les onduleurs et l'autoconsommation. Il faut un compte Aurora Vision. Le compte Aurora Vision, c'est simplement c'est l'accès à notre plateforme. Donc, on peut créer un compte gratuitement et en même temps que la procédure de configuration de l'autoconsommation. Il est important que les onduleurs entre eux, s'il y a dans le cas de plusieurs onduleurs, qui soient connectés en Ethernet. Ils peuvent être connectés directement ou via un réseau LAN. On n'est pas obligé d'avoir une connexion physique directe entre les onduleurs si on a un réseau Internet LAN créé. Dans le cas également d'un réseau, s'il y a des firewalls et pare-feu, bien entendu, il faut ouvrir les ports 5556 et groupes multicast nommés après pour autoriser finalement les données à transiter entre le compteur et les onduleurs. Les onduleurs doivent être compatibles pour l'autoconsommation, donc ça, il faut se référer aux données qu'on fournit, mais toutes les gammes PVS sont compatibles autoconsommation et la liste des compteurs qu'on va vous présenter juste après. Le compteur doit être bien entendu convenablement installé et configuré au point de connexion. Il faut bien l'installer là où il va pouvoir faire la somme des productions et des consommations, parce qu'il va finalement faire le delta entre la production et la consommation pour pouvoir ensuite envoyer une consigne. Et on peut connecter jusqu'à plus de 25 onduleurs, même plus bientôt, sur une même installation. Donc ça permet d'avoir des grosses installations photovoltaïques avec de l'autoconsommation. Donc quand on ouvre l'application Solar Inverter pour le lancement, on va faire la mise en service, bien entendu, préalable des onduleurs. Une fois qu'on a fait la mise en service des onduleurs, qui est en 4 étapes, on se connecte à l'onduleur avec le QR code, il va nous le trouver, on va pouvoir le lancer de manière simple et simultanée. Donc une fois qu'on a cette étape, on a les différents onduleurs qui sont répertoriés. Donc, on voit ici une petite aide. Quand le nom est en gras, c'est qu'il est bien connecté à l'application. S'il n'est pas en gras, ça veut dire qu'il ne communique pas. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir ajouter le compteur lié à un compteur finalement à l'un des onduleurs. Donc pour ça, c'est très simple avec la petite application. Donc ça, c'est des vues de l'application qu'on voit. On va cliquer sur un des 3 petits points, soit de l'onduleur qui est lié physiquement au compteur, si on est dans un cas d'un compteur RS485. Si on est dans le cas d'un compteur Ethernet, à ce moment-là, il suffit juste de sélectionner n'importe quel des onduleurs vu qu'ils sont tous connectés au même réseau. Et à ce moment-là, on vient dire ajouter un outil de monitoring, donc un compteur. On vient choisir, il va vous proposer les compteurs, on vient le paramétrer. Le paramétrer, c'est assez simple. Dans le cas d'un compteur RS485, on lui met ces données-là. Elles sont reprises également dans la fiche de configuration disponible sur notre site web. Et ajouter ce compteur. Donc, une fois qu'on a fait ces étapes, le compteur va être reconnu par l'onduleur et paramétré. Donc maintenant que j'ai mes onduleurs qui sont sélectionnés et mon compteur qui est reconnu, finalement, j'ai mon système qui est prêt à pouvoir gérer de l'autoconsommation. Donc dans ce cas-là, je vais sélectionner tous les onduleurs que je souhaiterais être actifs dans l'autoconsommation. Pour une raison diverse et variée, on peut peut-être dire qu'il y a un des onduleurs, non, je veux qu'il produise son max tout le temps et qu'il ne soit pas régulé par l'autoconsommation. Quand on fait de la zéro injection, c'est peu probable, mais voilà, on a cette option-là. Donc une fois que j'ai sélectionné tous les onduleurs que je veux être actifs dans cette autoconsommation, j'ai mes 3 petits points tout en haut et je vais faire export limitation. Et dans l'export limitation, il va vous retrouver le compteur, bien entendu. On peut aller vérifier qu'il est toujours bien paramétré si besoin. Et ensuite, je peux inverser la référence de mesure si par hasard la lecture des consommations elle était inversée par rapport à la production. Donc là, je sélectionne mes onduleurs, je vérifie que le compteur est bien présent et j'avance. Et donc, il a activé cette autoconsommation. Et donc là, je viens mettre les paramètres d'autoconsommation. Donc finalement, le premier paramètre, c'est la puissance. Quelle est la puissance de l'installation? Donc par exemple, si j'ai 3 onduleurs PVS100,
Donc, j'ai une installation qui peut fournir au réseau jusqu'à 300 kW. Donc, je mets que j'ai une installation de 300 kW. C'est un champ libre finalement, donc je peux mettre la puissance que je veux, mais autant qu'elle soit le plus significative possible par rapport à la production maximum en alternative qu'on va pouvoir injecter sur le réseau. Avec ce petit bouton, je viens activer donc, la limitation de puissance. À quel point? À la puissance qui est indiquée ci-dessous. Donc, Output Active Power Set Point, qui doit être aussi traduit en français sur l'application. Finalement, c'est l'énergie que je veux voir injectée sur le réseau. Donc, dans le cas d'une autoconsommation totale, sans injection réseau, je vais mettre par exemple 0%, parce que je ne veux qu'il n'y ait aucune énergie qui aille sur le réseau. Si jamais je veux qu'il y ait quand même une partie de la puissance qui soit exportée, mais pas la totalité, parce que j'ai un accord avec Enedis que jusqu'à une puissance max, je peux également dire je ne dépasserai pas 250 kW par exemple. Je limite de manière dynamique ma puissance exportée sur le réseau. Donc ça peut être intéressant si par exemple on a 300 kW d'onduleur, mais on ne veut pas dépasser 250 pour une histoire de raccordement BT-HTA. À ce moment-là, je peux le faire aussi dynamiquement et pas uniquement statiquement avec cette application. Ensuite, je rajoute un autre paramètre qui est le guard band. Le guard band, c'est une marge de sécurité. C'est que, en fait, on va être sur une régulation dynamique, c'est-à-dire que en fonction de la fluctuation de la consommation, je vais adapter ma production à la consommation. Et ce guard band, cette marge, elle permet d'être un peu plus fine au moment d'adapter. Donc, on va toujours laisser 1-3% pour, en fonction des variations brutales, par exemple, de consommation ou de production, de s'assurer de ne pas exporter de l'énergie vers le réseau. Et enfin, donc là, avec ces trois paramètres, on a configuré totalement la limitation de puissance. Il nous reste trois paramètres à mettre. C'est dans le cas, vu que j'ai une liaison filaire directe ou indirecte entre mon compteur et mes onduleurs, si jamais je perds cette communication, il faut que l'onduleur sache quoi faire. C'est-à-dire, est-ce que je continue à produire mon max ou avec le risque d'exporter sur le réseau, ou est-ce qu'il faut que je bride ma production, et si oui, à quelle valeur? Donc, si on veut prendre aucun risque, je vais mettre 0% dans le cas d'une perte de communication. Comme ça, je suis sûr que jamais j'enverrai de l'énergie vers le réseau. Si on sait que mon talon de consommation sur site, il ne sera jamais inférieur à une certaine puissance, je peux peut-être me permettre, plutôt que de perdre de l'énergie, de dire ma production minimum, ça sera 10 kW, parce que je sais que quoi qu'il arrive, j'aurai à minima 10 kW de consommation sur mon site. Et les deux autres paramètres, c'est juste une question de temps. Je perds mon signal, à partir de combien de temps je veux que ce mode de défaut il soit actif? Est-ce que c'est immédiat? Est-ce que je veux lui laisser 15 secondes, le temps d'être sûr que c'est juste pas une perte momentanée de communication qui est juste problématique liée à un mauvais réseau Internet ou quelque chose comme ça? Et pareil pour le temps de réenclenchement, une fois que j'ai retrouvé ma communication, est-ce que je réenclenche tout de suite ou est-ce que j'attends un peu d'être sûr que la communication soit plus établie? Donc graphiquement, si jamais j'ai une installation de 100 kW, et dans le cas où finalement j'aurai une production qui pourrait aller au-delà, mais pour expliquer un peu plus cette courbe, en fait en bleu, j'ai essayé de montrer la consommation d'un site fluctuante, une limite de 100 kW qui est par mon onduleur, c'est-à-dire que je ne peux pas produire plus que 100 kW, parce que mon onduleur va se brider au bout d'un moment, même si j'ai un ensoleillement supérieur. Donc si j'ai plus de production, de consommation que de production, mon onduleur il se limite à son max, hein, il ne fait pas plus. Par contre, si j'ai moins de consommation que de production, parce que potentiellement on pouvait imaginer que la production photovoltaïque serait à ce niveau 100 kW, mon onduleur il va baisser sa production avec la limite, donc 0 kW si on veut faire du zéro injection, plus le guard band, donc 1-3%, pour s'assurer de ne pas injecter sur le réseau. Et si jamais j'ai une perte de communication, paf, mon onduleur, il va descendre. Là, par exemple, j'ai mis un set point à 20 kW pour que mon onduleur, il descende à 20 kW et il ne produise pas plus que 20 kW. Et quand j'ai retour de ma communication, il se remet à son max. Donc là, en l'occurrence, s'il avait l'ensoleillement max, il se remet à 100 kW. Puis si jamais la consommation elle redescend, il va baisser sa production pour s'adapter à la consommation. Quand on a paramétré, donc là, une fois qu'on a fait ça, finalement, on a paramétré complètement
l'onduleur en autoconsommation. Donc, c'est vraiment 5 paramètres. La puissance de l'installation, quelle est la puissance que je vais exporter, la marge et les paramètres en cas de défaut de communication. Et une fois que j'ai fait ça, on a un petit écran dynamique qui permet de voir en temps réel quelle est l'énergie exportée par rapport à la limite. Si on avait mis une limite de 0, on verrait 0. Donc l'énergie exportée, l'énergie produite, l'énergie consommée. Et on a différents petits coloris qui permettent de voir si j'ai bien réglé ma régulation, ma consommation, mon export par rapport à ce que je veux. On est également capable de voir les différents produits types de chaque onduleur, leurs états, s'il y a des problèmes, des alarmes, s'ils communiquent bien, et ce genre de choses. Et donc s'assurer que ma régulation est bien active. Sur toute la gamme PVS, on peut connecter ces compteurs-là aujourd'hui. Il y en aura d'autres à venir. Donc, c'est des compteurs triphasés. Donc, les compteurs ABB24. Donc, on vous a donné toutes les références. C'est des compteurs qu'on peut acheter chez KDI, entre autres, et chez n'importe quel électricien, vu que c'est des compteurs standards du marché, finalement. Donc, on a un compteur triphasé classique qui vient faire une mesure de courant avec un transformateur de courant externe, donc qui vient se mettre en 1 ou 5 ampères, et qui a une liaison RS485 entre l'onduleur et le compteur. C'est des compteurs qui se mettent sur un ride-in, donc assez classique. On a 2 versions qui ne changent pas grand-chose. Et sinon, il y a également les centrales de mesure ABB, qu'on appelle M2M et M4M, qui, eux, communiquent en Ethernet. Donc, l'avantage, c'est de pouvoir les mettre un peu plus loin, c'est-à-dire hors une liaison directe. On n'est pas obligé de les connecter directement via le réseau Ethernet. Via la liaison Ethernet, il y a un réseau LAN, les mettre à distance. Et ces compteurs ont également l'avantage de pouvoir se connecter sur un réseau HTA, donc de faire du comptage haute tension via un transformateur de tension externe à ajouter. Et donc ça, c'est des compteurs qui se montent en façade, pour le coup, sur une armoire électrique. Donc ça, c'est les compteurs compatibles sur la gamme PVS. Très rapidement, on fait de l'autoconsommation aussi sur le résidentiel, donc avec la gamme plus petite, les Uno DM et les React 2. C'est exactement le même principe, sauf que là, c'est vraiment, on fait la démarche directement lors de la mise en service, où finalement, lors de la mise en service, j'ai connecté mon compteur, je vais pouvoir choisir le modèle et dire qu'est-ce que je veux faire avec, est-ce que je veux exporter ou est-ce que je veux faire un autre schéma d'autoconsommation. Et exactement la même chose dans le cas d'un compteur, d'un onduleur React 2. Et voici la liste des compteurs compatibles avec toute la gamme Uno et React 2. Donc, c'est des compteurs monophasés ou triphasés, donc il y a une liste un peu plus large. Voilà pour la présentation sur l'autoconsommation. Alors je regarde s'il y a un peu des questions. Par active power limitation, on parle de bridage actif dynamique, mais cela peut être confondant avec la partie active-réactive. Alors effectivement, quand on parle si on revient ici sur la régulation ici, active power limitation, on régule bien entendu la puissance active, pas de la puissance réactive, étant donné que c'est celle-là qu'on veut brider qu'on veut limiter sur l'injection réseau. L'onduleur peut, quoi qu'il arrive, avoir en parallèle sa puissance réactive qui peut être imposée par la convention de raccordement à un moment donné, donc par exemple fournir ou absorber du réactif, donc avoir un tangent de phi paramétrable. Donc on est vraiment sur un bridage de la puissance active, donc des kilowatts vers le réseau. Donc ici, on vient vraiment mettre la puissance kilowatt. Donc si on a un onduleur PVS 100, effectivement, on pourrait dire c'est 100 kW à cos phi 1, donc 100 kVA. L'important, c'est de donner une référence et ensuite de donner le pourcentage de cette puissance comme limite d'export vers le réseau. Deuxième question, le bridage dynamique ne s'applique d'ailleurs que sur la partie active ou fonctionne-t-il en PQS? Donc ça revient, c'est un peu ce que j'ai dit finalement maintenant. Le bridage dynamique s'applique uniquement sur la puissance active de l'énergie, donc sur les kilowatts et non pas les kilovolts ampères réactifs ou les kVA. Cédric, il y avait une question avec la batterie. J'y ai répondu
Et donc ça fait référence à un produit unique qui est le React 2 chez nous. Mais en réalité, ça fonctionne de la même manière, quoi. Oui, c'est ce qu'on a mis, c'est exactement le même principe, c'est ce qu'on a mis ici, finalement avec une batterie. Ça va être un peu plus complexe que sans batterie, dans le sens où avant de limiter la puissance, on va bien sûr privilégier la charge de la batterie. Donc c'est exactement le même principe, on a uniquement un compteur à mettre en place et on va juste choisir une stratégie. Dans la stratégie, on a plusieurs cas. Est-ce que je veux privilégier la charge de la batterie? Est-ce que je veux privilégier l'activation de charge externe? Est-ce que je veux, voilà, comment je gère un peu tout ça? Est-ce que je veux décharger aussi ma batterie parce que j'ai moins de production photovoltaïque, mais j'ai de la consommation? Donc peut-être que ma batterie, elle veut en priorité servir à pallier mon manque de production solaire, ou à l'inverse, charger tout le temps la batterie et la garder le plus longtemps chargée possible dans le cas où j'aurai une interruption de réseau, et donc d'avoir ma batterie, d'être sûr qu'elle soit chargée pour pouvoir faire face à une coupure réseau. C'est Oui, moins le cas donc en France. c'était ça que la question. En cas de coupure réseau, le React 2, normalement, il est là pour ça, quoi. Il va pouvoir alimenter la résidence ou une Oui, partie de la résidence. oui, alors avec une puissance limitée à 3 kW. D'accord. Il faut qu'il y ait bien entendu son max en mode backup, donc en mode sécurité, c'est 3 kW, donc il faut qu'il y ait un réseau électrique qui soit dédié, qui soit limité à 3 kW. Et pour les protections en France, voilà, il faut vraiment que ça soit un réseau îloté pour pas qu'il soit connecté au réseau Enedis, parce que nous, on a la protection de découplage qui est là justement fait pour se découpler, hein. Le but, c'est que l'onduleur ne soit pas connecté au réseau, justement pour éviter, s'il y a quelqu'un qui intervient sur le réseau, qui ait une charge, une puissance qui produise de l'énergie. Donc, il faut vraiment que ce réseau soit séparé. On a de la documentation d'ailleurs qui explique un peu comment concevoir ce genre d'installation. Et l'autre question, peut-on brancher les onduleurs en RS485 ou seulement en Ethernet? Alors, ça dépend en fait des compteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des compteurs qui communiquent en RS485. Donc, dans ce cas-là, on branche le compteur en RS485 à l'un des onduleurs. Quoi qu'il arrive, si on a plusieurs onduleurs dans la chaîne d'autoconsommation, les onduleurs doivent être en Ethernet, parce qu'aujourd'hui, la communication Ethernet, c'est celle qu'on a privilégiée entre les onduleurs et qui est la plus dynamique et la plus réactive en termes de rapidité. Donc les onduleurs, eux, communiquent en Ethernet entre eux. C'est important. Après, le compteur, finalement, il y a des compteurs qu'on va lier en Ethernet entre le compteur et l'onduleur. Il y a des compteurs qu'on va lier en RES485 entre le compteur et l'onduleur. Donc ça va dépendre des compteurs. C'est ce qu'on voit si je reviens sur la liste des compteurs ici. Les ABB24 vont être des compteurs RS485, donc une liaison filaire RS485 entre l'onduleur et le compteur, et sur les autres centrales de mesure M2M ou M4M, une liaison Ethernet. Dans le cas où un onduleur tombe en panne, comment réagit-il la chaîne d'onduleurs dans le cas d'un couplage? Donc s'il y a un onduleur qui tombe en panne, cet onduleur sera automatiquement éliminé de la chaîne de régulation, et donc du coup la puissance va être répartie entre les zones onduleurs. Donc par exemple, si on avait 33 kW de consommation et 3 onduleurs PVS 100, chacun se limiterait à 11 kW finalement. Et si j'en perds un, les deux autres vont reprendre, vu qu'ils ont une capacité de produire un peu plus, sous réserve qu'il y ait l'ensoleillement nécessaire, ils vont produire un peu plus. Donc, j'ai dit 33, ce n'est pas un bon calcul, ça Bon, ferait, 16, allez, 16 et quelques. ça ferait 16 et quelques, mais en tout 16 et cas, demi. il se répartirait un peu la puissance. Voilà. Entre les onduleurs, quelle est la distance max à respecter? Alors, en catégorie 6, donc là, effectivement, hein, entre les onduleurs, on est sur une connexion Ethernet, donc c'est les règles de la connectique Ethernet qui vont limiter. En théorie, on parle de 100 mètres. En pratique, on essaie de limiter un petit peu plus, à 80 mètres par exemple, pour assurer un bon signal entre les onduleurs. Néanmoins, c'est l'avantage aussi de l'Ethernet, c'est si jamais on a un réseau à disposition, via un routeur on pourrait avoir par exemple un onduleur à une partie du bâtiment et les autres onduleurs à une autre partie d'un site industriel, mais qu'on accepte de connecter les onduleurs sur le réseau informatique, donc sur un même réseau LAN finalement, et ben à ce moment-là, on s'affranchit de cette distance, étant donné qu'on est sur le réseau Ethernet, le réseau LAN du site.
Alors, est-ce 81 mètres entre l'onduleur ou 80 mètres sur toute la chaîne? C'est une bonne question. Chaque onduleur joue effectivement le rôle de répéteur. Donc, étant donné qu'on a un data logger intégré, finalement, on a effectivement chaque onduleur joue ce rôle de répéteur. Donc, c'est la distance la plus courte entre soit le routeur et l'onduleur, soit entre un onduleur et l'autre onduleur, doit être limitée à 80 mètres d'une certaine manière. Donc, si on reprend sur le schéma, par exemple ici, hop, ici, voilà, c'est la distance bien entre les onduleurs qui doit être de 80 mètres. Par contre, la chaîne globale peut faire bien plus de 80 ou 100 mètres. Quelle est la capacité de gestion de la plateforme de supervision? La capacité de gestion. Alors, je ne comprends pas très bien la capacité de gestion de la plateforme de supervision. Ce que je peux dire, c'est que donc, toutes ces données, quand on est connecté à Internet, soit les onduleurs ont une table d'échange Modbus Sunspec, donc une table d'échange ouverte. Dans ce cas-là, vous pouvez vous interfacer avec n'importe quel outil de gestion, de supervision, météo contrôle, autres, etc., pour aller chercher les informations et également aller chercher les informations du compteur et donc compiler tout ça via votre supervision. Soit vous utilisez notre supervision gratuite, donc dans ce cas-là, la seule imposition, c'est d'être connecté à un réseau Internet pour que notre data logger puisse exporter ces données sur le cloud et donc accessible à notre plateforme Aurora Vision. Et donc dans ce cas-là, plusieurs solutions, soit avec l'application Energy Viewer, et donc vous allez avoir accès aux données de production de l'onduleur et les données du compteur, donc la consommation finalement, et les deltas entre injection réseau ou pas, etc. Ou avec notre plateforme Internet, donc ce qu'on appelle Aurora Manager, donc qui est un peu plus complexe, où on peut avoir une exploitation multi-site, etc., etc. Et donc avoir un peu plus de détails aussi sur les informations. Si la question concernait la capacité d'Aurora Vision à accueillir les onduleurs, vous pouvez y aller. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, Il y a tous les onduleurs depuis l'époque Power One dans le voilà, monde il parle entier. du nombre de sites. Donc effectivement, si on a plusieurs sites en autoconsommation, effectivement, typiquement ce qu'on fait, ce que les installateurs utilisent par exemple, c'est qu'ils ils utilisent nos onduleurs sur plusieurs sites clients. Ils vont enregistrer l'onduleur sur Auravision. C'est assez simple. On prend l'adresse qu'on appelle l'adresse MAC, qui est un peu l'adresse Internet entre guillemets de l'onduleur. On vient la rajouter sur la plateforme. La plateforme va tout de suite reconnaître l'onduleur parce qu'il communique. Donc, du coup, il va dire OK, donc j'accepte de recevoir les informations. Et donc, l'installateur va nommer ces différents sites, le site A, le site B, le site C, et il aura accès aux différents sites en visualisation. Et tout ça gratuitement. Et si vous avez une centaine de sites, vous pouvez y aller. Hein. Enfin, on a des clients qui ont autant d'installations connectées à Aurora Vision. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres sites? Un datalogger a une durée de vie de 6 à 8 ans. Si celui-ci intégré à l'onduleur FIMER tombe en rade, est-il nécessaire de changer tout l'onduleur ou bien qu'il fonctionne? Alors, c'est toujours une grande question quand on parle de durée de vie. Ça va dépendre de pas mal de critères, effectivement, hein, sur les différentes conditions. Et il y a une question statistique également derrière. Donc, il y a plusieurs approches. Là, on parle vraiment des différentes technologies d'onduleurs qui sont un petit peu variables suivant notre gamme et suivant les types d'installation. Un plus petit onduleur, on va vouloir tendance à dire qu'on va peut-être plus avoir tendance, s'il y a un problème sur l'onduleur, à le changer entièrement pour une question de coût. Sur les plus gros onduleurs, à ce moment-là, on a la possibilité de faire des réparations directement dans l'onduleur si cela est pertinent. Mais aujourd'hui, clairement, Enfin, le là, data logger, c'est du c'est pas. soft, là. Oui, la partie data logger, effectivement, est plus soft, donc il n'y a pas de problématique sur la durée de vie aujourd'hui sur les C'est pas data comme s'il y loggers. avait un boîtier dédié à l'intérieur. En fait, c'est le protocole qui fait qu'on n'a plus besoin de data logger, puisqu'on est directement en TCP/IP. Donc c'était ça le rôle du data logger auparavant. C'est comme on était sur un protocole, alors à l'époque par One, c'était le protocole Aurora,
il était fermé, il fallait une boîte qui transforme en quelque sorte le protocole Aurora en TCP/IP. Mais aujourd'hui, ça, on n'a plus besoin, on est directement au format TCP/IP. Donc en fait, on dit le data logger, il est intégré, c'est sa fonctionnalité qui est intégrée. Donc il n'y a pas réellement de hard supplémentaire. Oui, c'est vrai. Alors, je reprends s'il y a des questions qui restent en suspens. Je pense qu'on a fait le tour, on a un petit peu débordé sur le temps. Je vous remercie en tout cas pour les questions. N'hésitez pas si vous voulez encore faire une question ou deux. OK. Juste en conclusion, pour bien remettre le message, hein, c'est une solution qui est vraiment intégrée à tous nos onduleurs de base. C'est un fonctionnement finalement assez simple, hein, bien que dans la pratique, il y a eu pas mal de subtilités, d'où les brevets. L'intérêt, c'est vraiment un compteur standard, un onduleur, et tout ça se fait naturellement pour adapter à la consommation. C'est ultra pertinent par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur les autoconsommations, que ce soit un résidentiel ou un plus gros site industriel. Ça marche vraiment très bien. On a pas mal d'installations qui sont raccordées aujourd'hui avec ce fonctionnement-là. Pas d'export, pas d'injection en réseau. On a vraiment une régulation la plus optimum qui permet d'éviter justement de perdre de l'énergie. L'idée, c'est de maximiser l'énergie produite. Donc ça fonctionne vraiment très bien et de manière simple et efficace. Voilà, pour cette autoconsommation. N'hésitez pas à regarder donc sur le site web, il y a cette procédure qui est réécrite avec les certificats de bridage dynamique si besoin lors de vos installations. Et n'hésitez pas à demander support à KDI ou à nous directement dans le cadre de vos projets. Et encore une question, Cédric. Ah ouais, une dernière question. Les onduleurs gardent-ils l'historique en cas de perte Ethernet du réseau? Alors, si on a un cas de perte, si on a un cas de perte de Ethernet, donc déjà l'onduleur il va se mettre en sécurité, c'est-à-dire qu'il va se produire la puissance qu'on lui a demandé de produire en cas de perte de signal déjà, parce que si on a une perte de communication entre l'onduleur et le compteur. Côté historique, remontée d'informations via Auravision, oui, l'onduleur va garder les historiques de production en local, bien sûr, et quand il retrouvera la communication, il les rebalancera entre guillemets sur la plateforme de supervision, que ce soit la nôtre ou la supervision tiers. Oui, parce que la carte com a de la mémoire, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Et donc surtout, moi j'ai eu le cas, ne vous aventurez pas à essayer de programmer un automate qui ferait la même chose que ce que fait le firmware embarqué de l'onduleur. J'ai eu le cas, on me disait, ah bah oui, ça répond en 20 secondes, comment on peut faire? On fait jouer les protections retour d'énergie, etc. C'est compliqué. Puis en fait, on a fini par comprendre que c'était un automate qui faisait la régule, alors que ils se sont compliqués la vie pour rien. Il suffit juste de connecter un compteur et là, la régulation, elle est faite au plus près dans l'onduleur et ça répond beaucoup plus vite. Oui, on a une régulation qui est inférieure à la seconde hein, sur l'adaptation de la puissance. Et donc ça, c'est vraiment pertinent sur des consommations même fluctuantes, avec des variations importantes. L'onduleur, adapter sa puissance, c'est très facile finalement pour lui. C'est le principe de son fonctionnement. Il va adapter un peu sa manière de fonctionner avec sa commutation. Et on est vraiment capable, de manière très simple, d'adapter la production et diminuer la production de l'onduleur, même s'il a plus de solaire. C'est plus simple pour lui que finalement que de produire, entre guillemets. On lui demande de moins travailler. Donc pour lui, finalement, ça l'économise presque. Donc c'est quelque chose qui est assez simple finalement pour la régulation dans un onduleur. Tout le cœur de ce type de régulation, il est dans la logique de comment acquérir les données et de s'adapter en fonction de la consommation. Et c'est ça qui est le point fort de la régulation et de l'algorithme qui a été développé. Parfait, on va mettre fin à la présentation. Je vous remercie encore
pour votre participation. J'espère que, je ne sais pas si vous avez suivi les autres webinaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps d'assister à ces présentations. N'hésitez pas à nous contacter ou contacter KDI pour plus d'informations. On reste à votre écoute et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.